Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. 9h03. Je pense que c'est un bon moment pour commencer notre webinaire. Bon matin, bon vendredi matin. Belle façon de finir la semaine. On vous remercie de vous joindre à nous. Je pense qu'on a pas mal de monde déjà arrivé. On va donc commencer. Je vous remercie de vous joindre à nous ce matin pour le deuxième webinaire de la semaine sur Google Analytics qui, cette fois-ci, couvrira une optimisation. Donc, on va se concentrer réellement sur un volet e-commerce, donc la vente en ligne et comment optimiser notre environnement Analytics ou GA pour pouvoir bien comprendre comment suivre nos ventes et augmenter nos ventes en ligne grâce à cet outil. Et on remercie du coup nos partenaires pour la présentation de ce webinaire, le Conseil québécois du commerce de détail, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. On va se présenter. Je me présente, Cyril. Donc, je suis travailleur et expert en marketing numérique et en analytics. Donc, j'ai un passé d'agence et actuellement, je collabore activement avec le Centre de formation ambassade et l'agence RESAC pour aider et accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Merci Cyril. Et de mon côté, Sylvain Martel, également, j'ai 15 à 20 ans, j'ose pas dire 20 ans, mais je pense qu'on peut le dire presque maintenant, d'expérience en marketing numérique, beaucoup d'agences également chez Facebook pendant quelques années ici au Québec. Et depuis peu, RESAC, depuis un petit moment RESAC, mais aussi un collaborateur et un formateur du Centre de formation L'Ambassade qui vous présente le webinaire aujourd'hui. Aussi, une expérience aussi longue que Internet existe. Presque, en fait. Merci Cyril de me le rappeler. Alors, le programme de le programme du webinaire ce matin, on ne passera pas toute la journée ensemble, est assez simple. On va regarder d'abord, et c'est vraiment, comme je le disais, une entrée en matière, et pas qu'une entrée en matière, mais un regard complet et orienté sur les fonctions de e-commerce, dans Google Analytics. Et on va s'assurer de tout d'abord vous démontrer, vous indiquer comment mettre en place ces différentes fonctions. Il y a quand même un petit setup, une petite configuration de base importante à faire. Et par la suite, on a décidé d'y aller avec une approche beaucoup plus pratique. Il y a des exemples de mise en situation, de questions qui vont vous aider. Donc, on va regarder comment Analytics, comment GA va vous aider, mais vraiment avec une approche qui se base sur des cas pratiques au lieu d'y aller sur un webinaire ou une formation qui ne fait que lister les unes après les autres les différentes fonctions. Donc, on espère que ça se passera bien. Je vous rappelle que le webinaire de ce matin est enregistré par nos partenaires du Conseil québécois du commerce de détail, du CQCD, et que le webinaire, sera disponible par la suite. Et on va garder pour la fin. Donc, si vous regardez probablement dans le bas de votre écran, de votre fenêtre Zoom, il y a une fonction questions et réponses, Q et R. On vous demanderait à tous les participants, toutes les participantes, de nous poser vos questions en temps réel lorsqu'elles vous viennent à l'esprit. On va faire un suivi en temps réel également, mais normalement, les questions les plus importantes, celles qu'on considère qui pourraient servir tout le groupe aujourd'hui, seront gardées pour la fin. Et Cyril et moi, on fera le tour de vos questions dans le dernier 15-20 minutes qui nous restera à partir de 10h10, 10h15, plus ou moins. Donc, sans plus tarder, Bon, Cyril, je te laisse débuter absolument. le webinaire. Merci. Donc, on va tout de suite commencer. On va regarder comment intégrer la fonction e-commerce de Google Analytics. Dépendamment de quel outil e-commerce vous allez utiliser ou comment votre site web est structuré pour le volet e-commerce, il va y avoir différentes méthodes. Nous, ce qu'on va voir, c'est plus du côté de la plateforme Analytics. Qu'est-ce que vous devez configurer quand vous installez les fonctions de e-commerce de GA? Google Analytics, on va nommer ça GA aujourd'hui. Ça sera plus simple à parler. Alors, la fonction e-commerce de Google Analytics, elle est très simple. Quand vous avez une propriété Google Analytics,
vous avez un volet administration qu'on trouve en bas à gauche. Et vous allez pouvoir directement en fait configurer ces paramètres d'e-commerce au niveau de votre vue. Donc, vous avez une vue primaire, vous avez les paramètres d'e-commerce ici, et on va venir ici pour activer le e-commerce. Ce qu'on voit dans Analytics, c'est qu'on a la chance d'avoir deux options, soit de juste utiliser la fonction e-commerce standard, soit d'ajouter les rapports e-commerce améliorés. Quelle est la différence entre les deux? Quand on ajuste le e-commerce, on va avoir en fait moins de rapports automatisés et moins d'informations qui vont entrer dans Google Analytics. Si on ajoute le e-commerce amélioré, ce qu'on a en anglais comme Enhanced e-commerce, on va avoir en fait des rapports supplémentaires et plus de profondeur d'analyse. Donc en fait, ce qu'on voit en rouge, c'est les rapports supplémentaires qui vont s'installer quand on active la fonction e-commerce améliorée de Google Analytics. Vous avez différentes manières de l'intégrer. Moi, ce que je recommande dans un commerce de détail, c'est vraiment d'avoir un outil de e-commerce, si vous n'en avez pas encore, tel que Shopify, un WooCommerce, dans lequel directement l'intégration se fait de manière native. J'ai une question pour toi, Cyril. Est-ce que tu recommanderais à la plupart des e-commerçants d'activer les rapports de la version optimale ou améliorée? Absolument. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça prend. En particulier pour le comportement lors du processus de paiement, il y a quelques étapes à suivre si on veut aller autant granulaire. Mais absolument, si vous êtes sur un outil natif, comme je viens de le nommer, la plupart d'entre eux intègrent déjà le Enhanced e-commerce. Il suffit juste de l'activer ici et ça va vous permettre en fait non seulement de pouvoir mesurer les transactions et le chiffre d'affaires comme vous l'auriez fait sur la version standard, mais avec la fonction améliorée, vous allez pouvoir mesurer un behavior, un comportement de vos utilisateurs. Par exemple, des impressions et clics sur des promotions internes, ça va être des bannières que vous allez mettre sur votre site internet pour générer davantage de ventes. Vous allez pouvoir voir un tunnel, un entonnoir de conversion sur le comportement d'achat et le comportement du processus de paiement. Et ça va vous permettre de prendre plus de décisions, créer des segments, des audiences d'utilisateurs en fonction de différentes actions qu'ils ont effectuées. Donc vraiment, on le recommande. Voici ce qui se présente en fait quand on active la fonction améliorée. Donc, on a ces deux entonnoirs supplémentaires qu'on va obtenir dans Google Analytics, dans GA. Donc, on a l'entonnoir de comportement d'achat. C'est un entonnoir qui nous permet de voir au niveau des sessions, du début jusqu'à la toute fin, des sessions avec des transactions, quelles sont les différentes étapes du comportement d'achat de vos visiteurs. Vous avez le comportement du processus de paiement. Pour celui-là, tout simplement, en fait, c'est directement ce que vous avez ici. Donc, entre paiement et transaction, on va avoir toutes ces étapes de rentrer son information, payer avec sa carte de crédit, vérifier et valider la commande pour avoir une transaction. C'est vraiment ce qu'on trouve ici entre les deux. Et on a également, que vous utilisez la version simple ou améliorée, on va avoir aussi un schéma d'entonnoir de conversion. On va voir les conversions analytics de différentes manières sur Google Analytics. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Rentrons en détail dans une propriété Google Analytics. Donc, ici, ce qu'on a, on va utiliser la version démo. C'est une version qui nous permet de rentrer directement, tester un compte Google Analytics qui est offert par Google, qui est basé sur un site e-commerce de Google qui est le Google Merchandise Store. Et on va pouvoir directement rentrer dans le compte et regarder les différents rapports. Quand on vient ici et qu'on a activé donc les paramètres d'e-commerce, on va pouvoir voir ici sous conversion e-commerce différents rapports automatisés. Le plus important, c'est le rapport du comportement d'achat. Donc, le voici. C'est un rapport qui peut être un petit peu complexe, mais c'est pour ça que je vous ai mis des petits calculs très simples pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Donc, tout simplement, en bleu, on va avoir les sessions qui vont être à chaque étape de l'entonnoir. En gris clair,
on va avoir plutôt la progression. Donc, c'est le pourcentage ici qu'on voit de sessions qui ont fait telle action qu'on souhaite, divisé par le nombre de sessions totales au tout début. Donc, on peut voir ici que 0,27% de toutes les visites qui se sont passées durant cette période de temps ont converti, ont généré une transaction. On va avoir aussi en rouge en fait ce qu'on va appeler le taux d'abandon. Donc, on va regarder ici. C'est le pourcentage de personnes qui n'ont pas fait l'action que vous souhaitiez. Donc, en fait, si on se rapporte à notre rapport, j'espère que vous voyez en bas de mon écran. Je vais juste… Donc, vous voyez qu'on va diviser le nombre de personnes qui n'ont pas fait l'action, aucun ajout au panier, par le nombre de sessions qui étaient sur l'entonnoir juste avant. Donc, des sessions ici qui ont eu un produit consulté, une page produit qui a été visitée. Souvent, quand on est sur ce rapport, on a un peu peur parce qu'on se dit ce pourcentage-là, ce n'est pas exactement ça divisé sur ça. C'est parce qu'en fait, on a des utilisateurs, on va dire des Oompa Loompa, des gens qui se rendent directement plus loin et qui rentrent en fait à cette activité, à cette action, sans être passés par un produit consulté. C'est par exemple le cas si vous avez un site e-commerce et que vous avez un bouton « Acheter maintenant », plutôt qu'en plus de l'ajouter au panier, et cette personne va directement se trouver beaucoup plus loin dans l'entonnoir et sauter une étape. C'est pour ça qu'ici, on a des sessions aussi qui rentrent à ce stade-là, qu'il faut prendre en compte quand on regarde en fait l'ensemble de l'entonnoir. Je pense qu'on peut… Ce qui est très important dans ce rapport, qui est souvent oublié, c'est que ce qu'on souhaite regarder à peu près, puis on va l'analyser dans nos questions ensemble, c'est combien de personnes abandonnent, quel type d'utilisateur abandonne plus qu'un autre, qu'est-ce qui se passe, comment je peux améliorer ça. Et il y a en fait ici le bouton que vous voyez là, ça sert à chercher une dimension. Et donc, en cliquant sur une dimension, vous allez pouvoir break down, segmenter directement les sessions. Et là, vous pouvez voir si le taux d'abandon, par exemple, sur un panier aux États-Unis est beaucoup plus gros qu'au Canada, par exemple. Ce genre d'analyse vous permet aussi après d'effectuer des actions pour optimiser ça. Deuxième entonnoir, quand vous installez le e-commerce, qui est très important, c'est l'entonnoir du comportement de processus de paiement. Cela étant dit, dans les faits, c'est un rapport qui n'est très peu utilisé parce qu'il est complexe à installer. Il est, par exemple, non supporté par défaut via l'intégration Shopify. Et il faut aussi noter que c'est un rapport qui n'est pas généralement très, très important pour une entreprise dans un sens où ce que vous souhaitez avant tout, c'est optimiser votre comportement d'achat avant d'optimiser ce qui se passe dans le processus de paiement. Et généralement, par exemple, pour des outils comme Shopify, c'est comme une modale, ça arrive sur le côté droit, ce n'est pas vraiment un flow avec différentes pages. C'est pour ça que ce n'est plus vraiment très utilisé. Pour ça, pour analyser l'ensemble de l'activité, on va plutôt utiliser l'entonnoir de conversion. C'est pour ça que sur un compte Google Analytics, vous allez avoir non seulement un comportement d'achat qu'on analyse ici, mais on va également créer des conversions. Quelle est la différence en fait entre ce rapport-là et le schéma d'entonnoir de conversion? Le rapport qu'on vient de voir du comportement d'achat, il est connecté directement avec la plateforme de e-commerce qui envoie des événements à Google Analytics, alors que cet entonnoir que vous voyez ici, il est lié à l'activité qu'on va créer via des pages vues. Donc, par exemple, en fait, ici, l'entonnoir qu'on avait, il est lié à l'action finale qui est l'achat, mais il est détaillé en fait avec un entonnoir au niveau de la conversion. Et en fait, la différence, c'est que c'est un entonnoir qui est basé sur des étapes précédentes, dépendamment d'une session. Donc, on va regarder les pages qui ont été vues. Et il n'est pas basé sur l'outil e-commerce en soi. Ça vous permet de segmenter et de regarder différentes conversions. Donc, pour le mettre en place, on crée en fait une conversion qu'on va appeler achat complété.
et on le met en type de destination comme conversion. Et on va détailler en fait qu'est-ce qui génère cette conversion-là, cet achat. Donc, on ajoute en fait l'URL finale. Souvent, c'est un merci ou c'est une commande confirmée. Et on va activer l'entonnoir de conversion en mettant les étapes précédentes. Soit en mettant une étape obligatoire, il faut être passé par au moins un cart, dépendamment de l'intégration que vous utilisez. Ici, dans notre cas, ce que je vous ai mis, par exemple, vous avez avec Shopify directement en bas à gauche les valeurs par défaut que l'ensemble des sites Shopify ont. Donc, vous avez les pages produits qui contiennent en fait dans le URL products. Vous avez après le add to cart qui contient cart. Et après, vous avez 3 étapes, adresse, shipping et paiement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ajouter dans cette conversion comme entonnoir. Et ça va nous permettre d'avoir après ce rapport de conversion dans notre analyse. Donc, tout ça, c'est assez abstrait. Ce qu'on va faire ensemble maintenant avec Sylvain, c'est qu'on va rentrer en détail. Quand on a une question, où c'est qu'on regarde, comment on le configure, où c'est qu'on clique. Ça va nous permettre de voir exactement comment on utilise tout ça. J'aimerais ça, Cyril, avant qu'on rentre dans les mises en situation, si tu me permets, parce que, bon, je sais que le temps joue contre nous, là, on veut avancer, puis on veut aller vite, mais donc, si tu reviens à un ou deux écrans précédents, donc, pour voir nos comportements d'achat, c'est des rapports c'est des rapports d'entonnoir, entre guillemets, qui sont préparés par défaut. Exact. En activant la fonction e-commerce ici. Exactement. Lorsqu'on active les rapports e-commerce et e-commerce améliorés dans le panneau de configuration, alors que l'option conversion qui se base sur les objectifs qu'on est venu définir ici, donc l'objectif d'achat complété, en indiquant manuellement quelles sont les différentes pages, les différentes URL qui vont me permettre de définir les étapes d'un objectif ou les étapes d'une conversion d'achat complété. Et si tu reviens, donc, lorsqu'on regarde les rapports analytiques, l'option, si tu reviens dans... en fait, ce que je voudrais montrer aux gens, c'est comment accéder directement aux rapports d'entonnoir versus les rapports de conversion. La différence qu'il y a entre les... Très bonne question. Donc, les rapports de conversion, on va les obtenir sous l'ensemble objectif, comme ça va s'appeler en français schéma de l'entonnoir de conversion, qu'on va obtenir ici. Donc, c'est lié en fait à ce qu'on appelle des objectifs. Objectif, c'est la traduction française pour conversion dans la version d'Analytics. Et quand vous avez activé le e-commerce amélioré, pour voir les deux, on va aller chercher le mot comportement d'achat et comportement lors du processus de paiement. Ils sont ici les deux. Et par expérience, j'imagine qu'on peut s'attendre à avoir, même si ce sera à quelques reprises différentes, les données statistiques qu'on devrait retrouver des deux côtés devraient être, somme toute, assez similaires. C'est juste deux façons différentes d'analyser notre trafic et nos comportements e-commerce. D'ailleurs. Absolument. Et s'il y a une 5% à peu près de différence, il ne faut pas s'inquiéter. GoAnalytics, c'est un outil qui vous permet de prendre des décisions en analysant des chiffres et en les comparant. Si vous voulez regarder votre nombre exact de transactions, votre chiffre d'affaires à $1 près, je vous conseille de vraiment plus regarder votre outil e-commerce comme Shopify, par exemple, dans lequel la donnée sera vraiment exacte. Parfait. Puis je vais prendre 2 secondes. Il y a quelqu'un, Maggie, qui nous a posé une question qui dit j'ai manqué la façon de passer à cette version de GA. J'ai pas les mêmes graphiques. Bien, en fait, on revient dans le panneau de configuration. Oui, vous avez votre propriété Analytics qui est le code que vous avez installé ou ajouté dans votre outil e-commerce. Et au niveau de votre vue, vous allez aller dans Paramètres e-commerce. Et ici, on va cliquer sur ces deux boutons. Cette partie-là, elle est liée au comportement du processus d'achat. Il faut rentrer en fait des lignes de code de script pour pouvoir définir à l'intérieur de ça le deuxième rapport dont je vous parlais tout à l'heure, celui-là.
Je ne vous recommande pas vraiment de regarder ça. De toute façon, avec les intégrations par défaut, généralement, on ne le regarde plus vraiment. Mais si vous voulez aller plus loin, vous avez la chance d'avoir un développeur qui peut ajouter des lignes de code. Tout simplement, en fait, selon la méthode que vous utilisez pour le panier d'achat, il y a différentes manières de le faire. Il faut rentrer des scripts et nommer en fait chaque événement. Et c'est les noms que vous allez ajouter ici. Mais on s'entend pour dire que les configurations par défaut, les intégrations natives avec les plateformes e-commerce vont nous permettre d'avoir des rapports qui sont suffisants. Absolument. Parfait. Donc, Maggie, Nadine, j'espère que ça répondait à votre question. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous en poser une autre et on va la couvrir un peu plus tard. Donc, on va lentement mais sûrement regarder certaines mises en situation. On va prendre quelques minutes par mise en situation et qui vont vous permettre de bien comprendre. On va aller droit au but. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre sous quel de bien comprendre les différents aspects de l'analyse e-commerce dans GA. Donc, la première mise en situation, pour une des questions qui est acheminée régulièrement à notre partenaire, le CQCD, quels sont mes produits les plus achetés? Donc, bien sûr, d'un côté, vous le savez, si vous utilisez Shopify, si vous utilisez WooCommerce, il y a des outils internes qui vous permettent d'analyser vos ventes. Et si vous voulez le faire au travers de vos rapports analytiques et surtout de pouvoir éventuellement déterminer quel trafic ou quelle plateforme achemine donc le meilleur trafic et génère le plus de ventes ou le plus de ventes de certains produits. Donc, si on veut savoir ces données-là, Cyril, dans GA, où dois-je me rendre? Alors, dans votre rapport e-commerce ici, vous avez une section qui s'appelle Performance des produits. On clique dessus, ça nous amène sur cette page-là. Et en fait, l'objectif, moi, ce que je vous montre ici, c'est que vous pouvez classer également en appuyant sur n'importe quelle métrique par ordre croissant, directement en cliquant dessus. Donc, en cliquant sur, par exemple, achat unique, je vais être capable, là j'ai pris une date, j'ai pris 2 ans, donc ça met un peu de temps, on va diminuer ça. Donc on est capable de voir là où les produits qu'on a le plus vendus en tant qu'achat unique. Si on veut regarder la quantité totale par produit, parce qu'une personne qui fait un achat de lunettes de soleil peut en acheter plusieurs aussi, on va cliquer sur quantité et on va regarder le volume en fait du nombre d'items produits vendus. Donc, c'est très simple. Cette page performance de produits vous permet de voir quels sont les produits sur votre e-commerce qui sont vendus, en quelle quantité, quel est le chiffre d'affaires qui est produit, le prix moyen dans lequel vous vendez ce produit, la quantité moyenne par commande. Et vous avez également la section remboursement, ça on en parlera à la toute fin, qui est intéressant. Ici, c'est des comportements d'achat, on rentrera plus en détail après, mais ça vous permet d'avoir un ratio sur le nombre de personnes qui ajoutent ce produit dans le panier d'achat par rapport au nombre de personnes qui viennent visiter la page du détail du produit. La même chose ici sur achat divisé par détail. Donc, c'est le nombre de personnes qui achètent sur le nombre de personnes qui ont visualisé la page du produit. Parfait. Si tu reviens 2 secondes, je reviendrai. J'avais une question. J'aime ça, des petites questions pièges pour toi, Cyril. Si tu reviens dans GA, dans la version démo où on était, au-dessus du comportement d'achat, il y a une barre de recherche. Il y a une petite barre de recherche au-dessus de la colonne. Oui, absolument. Ici, oui. À quoi elle peut servir cette petite fonction de recherche? Alors, par défaut, ici, c'est un filtre qui sert en fait à filtrer la dimension, donc ce qu'on trouve ici. Donc, ici, on est sur les produits. Donc, on a en fait une segmentation en ligne par une dimension. Donc, ici, c'est le produit. On pourrait choisir également la catégorie du produit. Et ça nous permet de, si on cherche rapidement à isoler uniquement un item, donc un des résultats, ça nous permet de voir tous les sacs qui ont été vendus, par exemple, ou par exemple tous les différents mugs qui ont été vendus si vous en avez plusieurs. Parfait. Donc, c'est une façon de créer un filtre sur le rapport de performance de produit qu'on a à l'écran. Super. Merci. Passons à la suivante. Donc, ce qu'on regarde aussi, c'est quels sont mes produits les plus abandonnés. L'objectif avec ça, c'est de voir un petit peu les leftovers principaux. Donc, c'est un indicateur pour voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ajoutent ça à leur panier, mais
c'est les produits les plus abandonnés. Donc, soit c'est des produits qui sont peut-être trop chers, soit c'est des produits qui ne répondent pas vraiment à des besoins d'utilisateurs. Donc, pour voir ça, en fait, quand on va sur performance des produits, ce qu'on a ici, c'est deux types de rapports, en fait. Donc, ici, le comportement d'achat, ça va vous permettre d'avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe pour chacun des produits. Et là, en fait, ce qu'on peut regarder dans cette colonne, c'est le nombre de fois que ce produit a été ajouté à un panier d'achat et c'est le nombre de fois que ce produit a été supprimé du panier. Donc là, on voit que ce produit-là a été supprimé du panier à peu près 346 fois et ça représente moins de 1% de l'ensemble des produits. Si on les classe, ce qu'on va avoir, c'est on va être en mesure de regarder les produits les plus laissés dans les paniers d'achat. Donc, ça, c'est un indicateur pour comprendre un petit peu des comportements par produit et voir s'il y a quelque chose que vous pouvez faire de votre côté. Parfait. Une Donc, question que… Oui, dis-moi, Sylvain. non, vas-y, je te laisse continuer, mon cher. Alors, une question que les détaillants et surtout dans certaines industries, et par exemple l'industrie du vêtement, c'est quelque chose de très important d'essayer de voir dans le futur quelles vont être des catégories ou des produits qui vont être populaires dans les prochains mois, les prochaines années. Analytics peut vous donner de l'information par rapport à ça. Comment vous faites? Alors, soit vous y allez par produit, soit par catégorie de produits. Donc, par exemple, donc, on va bien dans performance des produits, on va au niveau du comportement d'achat. Là, on peut regarder peut-être par catégorie de produits. Ce qu'on va faire, en fait, on va essayer de comparer deux périodes. Donc, par exemple, si on prendrait les 30 derniers jours et on essaye de les comparer à la période précédente, dépendamment de votre activité ou de la saisonnalité de votre activité, il y a peut-être une période un peu plus idéale qui correspond vraiment à votre industrie. Et ce qu'on va essayer de regarder, ouais, ce n'est pas un très bon exemple. Alors, ce qu'on va essayer de regarder, en fait, c'est comparer deux périodes de temps par rapport à ces produits-là. Donc là, je vois que, par exemple, sur cet outil Analytics, ils n'ont pas mis de catégorie de produits. Donc, on va aller regarder les produits directement. Et ce qu'on voit ici, quand en fait qu'on compare deux périodes ensemble, c'est qu'on est capable de voir en fait le nombre de consultations, si elles diminuent ou elles augmentent. Donc, si on vient les classer, on peut voir par exemple que sur cette période-là, de juillet à août, par rapport à la période précédente, on a une grosse augmentation en fait de ce produit-là. Donc, ça peut vous donner des indicateurs pour voir un petit peu quelles sont les tendances. C'est sûr que des outils comme Shopify, par exemple, vous donnent aussi une idée de vos stocks et vous êtes capable de faire une prévision pour augmenter vos stocks. Mais là, ça vous donne aussi l'occasion de voir un petit peu quel produit fonctionne le mieux. Puis après, vous pouvez aussi ajouter, rentrer dans un produit en particulier. Vous avez les SKU, bien sûr. Et vous pouvez aussi segmenter, ajouter une dimension secondaire, démographique, par exemple, pour voir un petit peu quel type de personnes d'un coup se mettent à acheter ce produit-là, pour savoir un petit peu quelle est la cible par rapport à ça et quels efforts pourraient être faits en marketing derrière. Donc, ce qu'on a fait en fait dans cette formation, vu qu'on va vous donner en PDF toutes les slides, on vous a mis en fait en carré rouge tous les endroits auxquels vous devez cliquer ou regarder, ce qui vous permettra après de reproduire ces recherches directement de votre côté sur votre GA. Donc, on s'entend que notre capacité de déterminer ce qui va être populaire dans les prochains mois, prochaines semaines, c'est basé sur l'historique jusqu'à un certain point et sur la croissance des recherches ou de l'intérêt envers les produits à un moment donné. C'est un peu complexe d'utiliser GA pour déterminer lequel de nos produits va être le plus populaire l'an prochain, pour comprendre. Oui. On va regarder ensemble maintenant, puis Sylvain, c'est vraiment ton expertise, hein, mais quelles sont une des principales
une des choses les plus importantes quand on gère un e-commerce et qu'on veut augmenter ses ventes à court terme, c'est de faire des campagnes marketing. Et c'est très important d'être en mesure d'attribuer le trafic et les ventes à tous vos efforts marketing que vous avez faits. Là, on fait un petit rappel pour expliquer un petit peu quels sont les UTM, comment ils fonctionnent. Juste, je m'excuse de te couper encore une fois. Juste expliquer, je vais prendre une petite minute pour expliquer qu'est-ce qu'on entend par campagne marketing. Parce que c'est pas, vous n'êtes pas, il y a plusieurs petits commerçants, des micro-entreprises, des petites entreprises, il y en a des plus grandes. C'est pas tout le monde qui a un budget marketing ou un budget média de plusieurs milliers, de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais ça fait pas, ça vous empêche pas d'avoir des initiatives marketing qui vous permettent de générer du trafic et de générer des ventes. Donc, un excellent exemple dans le e-commerce, naturellement, on va utiliser le courriel, le email. C'est un outil à toute fin pratique gratuit. L'envoi, bon, il y a des coûts de plateforme, mais l'envoi en soi, il n'y a pas de coût média derrière. Donc, c'est un outil très puissant pour rejoindre des acheteurs passés, pour les informer d'un nouveau produit, d'une vente, d'une promotion, peu importe qu'est-ce qu'on veut communiquer par courriel. Mais le courriel pourrait être le courriel pourrait être considéré comme une campagne marketing. Je suis à peu près, à toute fin pratique, certain que tous les e-commerçants qui sont ici présents, ou du moins presque toutes et tous, vous êtes présents sur Facebook, vous êtes présents sur Instagram, vous êtes potentiellement présents sur Pinterest. Avant même d'avoir investi $1 en médias, déjà de publier sur vos médias sociaux avec des liens qui redirigent vers votre magasin en ligne éventuellement, c'est une façon, encore une fois, de faire du marketing. Donc, vous le comprenez, vous le savez déjà. Tout ça, on veut savoir éventuellement, et c'est complexe de déterminer laquelle de mes campagnes donne le plus de résultats, mais surtout quand on n'a pas de vente en ligne, mais dans votre cas, c'est un peu plus simple dans la mesure où on est capable d'associer une initiative de façon précise à une vente ou à un funnel de conversion, un entonnoir, pardon, de conversion que vous pourrez lire au travers des données analytiques. Donc, ce que Cyril s'apprête à vous expliquer, c'est l'utilisation des URL, donc d'un URL unique identifiant chacune des initiatives marketing que vous utiliseriez pour promouvoir votre site et pour rediriger donc du trafic. Je laisse Cyril expliquer qu'est-ce que les UTM, puis on parle d'UTM, là, c'est un acronyme qui date des années 90, puis on ne veut même pas savoir ce que veut dire UTM parce que ça ne veut à peu près rien dire aujourd'hui. Sachez simplement que c'est une façon d'identifier d'où vient le trafic vers votre site, de quelle campagne, et de pouvoir déterminer, puis on va le voir avec Cyril, si les dollars ou le temps nécessairement investi avec une plateforme, avec une initiative, en vaut la chandelle, le jeu vaut la chandelle pour vous. Alors Cyril, je te laisse aller enfin. Oui, très simplement, en paramètre UTM, on peut appeler ça des paramètres d'URL. C'est tout ce qu'on voit après le point d'interrogation qui est ici, pour définir d'où provient le trafic. Donc, par défaut, des fois, quand vous allez faire des posts organiques sur Facebook, ils vont déjà être considérés comme du trafic social. Facebook le fait très bien avec Google Analytics. Cela étant dit, si vous faites un achat, c'est important de le différencier dans un sens où vous voulez voir le retour sur investissement d'un montant investi. Donc, pour ça, là, je vous ai mis un exemple. Vous avez en jaune, en fait, l'UTM de la source. Donc, on veut savoir d'où c'est que le trafic vient. Donc, ici, on va souvent voir l'origine de l'utilisateur. Je vous ai mis ici un tableau que vous prendrez comme exemple dans lequel je vous ai mis des exemples en colonne de sources. Donc, ça peut être Radio-Canada, la presse. Si vous faites un achat direct sur la presse ou directement sur LinkedIn ou Twitter, vous voulez peut-être le segmenter et être sûr que ça vient bien de cette source-là. Ce qu'on va trouver après en médium, on va dire, c'est plus pour comprendre par quel moyen le trafic est entré ou quelle est la catégorie d'achat média.
Ici, par exemple, je vous ai mis différentes choses. On va peut-être souvent ajouter paid pour les différentes sources Facebook, LinkedIn sur lesquelles on va payer. Ou des fois, on va retrouver CPC parce qu'on fait un achat au clic, qu'on va différencier d'un CPV, un achat à la vidéo. Plein de manières de le faire. L'important, c'est de le faire d'une manière où vous êtes confortable et d'une manière où vous voulez après segmenter vos données. Très important après, ce n'est pas nécessaire non plus si vous ne faites pas une campagne spécifique, mais je vous recommande toujours d'ajouter un UTM de campagne. Et même un conseil, ajouter un numéro. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, quand on a filtré un produit en particulier, si on veut filtrer tous les résultats d'une campagne, avoir un numéro, c'est souvent très facile d'ajouter ça en filtre au niveau des dimensions campagne. Donc, ça, c'est pour les trois importants. Par la suite, vous avez les UTM de base, on en a 5. Il y en a 2 autres qui sont les UTM term, qu'on en retrouve comme keyword dans GoAnalytics. Moi, je vous recommande de l'utiliser si vraiment vous en avez besoin et que vous faites un très gros achat. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de comparer différentes audiences que vous achetez. Et vous avez l'UTM content que là, on l'utilise plus pour distinguer un créatif. Et vraiment, ça vient donner beaucoup de segmentation. Je vous recommande de commencer doucement, peut-être pas forcément de segmenter trop, parce que si vous faites un URL comme ça pour chaque format de bannière, n'oubliez pas qu'il faut que vous en fassiez plusieurs pour chacun des formats de bannière. Donc, on arrive à une granularité parfois qui est peut-être trop importante par rapport à juste l'achat investi. Donc, sources et médiums les plus importants, campagne, si vous voulez, si vous avez différentes sources et médiums, à différents achats et que vous voulez réunir tout au sein d'une même campagne, c'est intéressant de l'avoir aussi. Des exemples, oui. C'est important parce que on oublie souvent quand on a un petit magasin, quand on fait des petites initiatives, on se dit, bah, là, je fais juste du courriel ou je fais juste des médias sociaux. Mais rapidement, vous allez voir que vous allez bâtir de plus en plus votre stratégie marketing. Vous allez déployer une multitude d'initiatives. Puis c'est important de vous garder des traces pour vous rappeler, puis essayer puis aussi de garder des traces des UTM ou des codes d'URL spécifiques que vous aurez utilisés dans le futur. Ce qui veut donc dire, gardez-vous un chiffrier, que ce soit un Google Sheet ou un chiffrier Excel. On aime utiliser chez nous souvent un simple Google Sheet qui est partagé entre les différents départements, entre les différentes personnes, où on va insérer, puis on va faire grandir au fil du temps, au fil des mois, au fil des années. Votre document d'UTM va se bonifier, va changer, mais ça vous permet de garder une trace de quel UTM a été utilisé. Donc, quand vous faites, après 3 mois, après 6 mois, vous prenez un petit pas de recul, puis vous analysez, bon, ce que mes amis au marketing, ou si j'ai une petite agence qui a travaillé pour moi, ou ce que moi j'ai fait personnellement, si je suis le one-woman show, le one-man show de mon organisation e-commerce, il faut quand même s'en rappeler parce que il va en avoir plusieurs. Et ça va vous permettre de bien comprendre et de bien planifier les prochaines étapes de votre développement, les prochaines étapes de votre stratégie marketing. Donc, gardez-vous un Google Sheet ou un chiffrier Excel avec les colonnes telles qu'on les voit ici, qui peuvent changer, qui vont s'adapter selon vos propres initiatives. Et il y a même, si vous faites une petite recherche Google, puis on pourra vous le fournir dans le tableau de bord. Bon, mais tu y arrives. On va vous le donner. Donc, ça, c'est un chiffrier qui vous permet de les générer automatiquement ici. Exactement. Le ITM Builder va vous permettre de mettre les différents paramètres et d'avoir l'URL à utiliser par la suite. Ce qui est bien ici, c'est que vous les fixez. Donc, vous les mettez ici dans chacune des colonnes et après, vous les sélectionnez. Ce qui évite d'avoir des erreurs de frappe, à avoir de la presse, un avec un S, un avec 2 S, ce qu'on peut retrouver des fois, par exemple. Donc, là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Puis, si vous ne mettez rien ici, ça ajoute uniquement les UTM dans lesquels il y a du contenu. Donc, on va vous le communiquer. En fait, on va l'ajouter directement ici en lien avec la présentation. Si maintenant on veut regarder, en fait, donc une fois qu'on a envoyé ces liens-là, que les gens cliquent dessus, est-ce que donc ces campagnes-là, marketing, génèrent des résultats? Pour ça, on va aller dans le rapport directement d'acquisition. Donc, on était tout à l'heure dans le rapport de conversion e-commerce, on est vraiment lié à la plateforme. Là, on va faire un step back, on va regarder au niveau de l'acquisition. Plusieurs manières de regarder ça.
Si on vient de mettre des UTM avec des sources et des médiums, un médium en français est considéré comme un support ici. Donc, on va trouver ça sur la version en français comme support. On va être capable de voir un petit peu toutes ces activités-là. Qu'est-ce qu'elles ont donné? Donc là, par exemple, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce qu'une activité, j'ai enlevé la période de comparaison, est-ce qu'une activité marketing a généré des ventes? Donc, par exemple, ici, on aurait eu Google CPC. Donc, ça, c'est un achat qui a été fait et les UTM sont pris en charge automatiquement par Google. Ici, par exemple, c'est un achat de bannières display. Et donc, ce qu'on cherche à regarder sur cette période-là, c'est ce qu'on va trouver dans la colonne ici. Donc, vous allez sélectionner la conversion que vous souhaitez. Donc, ici, en regardant, quand vous ajoutez l'intégration e-commerce, standard ou améliorée, quand vous voulez regarder vos transactions, vous allez toujours sélectionner e-commerce. En anglais, ça va être transactions. Donc, vous allez cliquer là. Sinon, vous pouvez aussi regarder des objectifs. Donc, ça fait partie du tunnel de conversion basé sur les objectifs de conversion qu'on a vu au tout début. Mais je recommande toujours de regarder plus directement les transactions. C'est comme ça, c'est très concret. Et ces objectifs-là sont plus intéressants si vous n'avez pas un gros volume de vente et que vous voulez comparer différentes actions marketing, mais vous n'êtes pas en mesure de comparer 2 ventes à 0 vente. Par contre, vous serez en mesure de comparer les différentes personnes qui sont entrées sur le panier d'achat et vous aurez plus de volume, donc ça sera plus simple de comparer. En regardant e-commerce, on voit les transactions et là, on peut voir en fait que si on sait l'investissement qu'on a fait sur cette période-là de temps, on est capable de regarder qu'on a généré 20 transactions à un chiffre d'affaires de 2 300 $. Donc, si on sait le montant qu'on a investi en médias, on est capable de rapidement calculer le retour sur l'investissement média directement en prenant ce chiffre, en le divisant par le montant investi en publicité. Vous avez également d'autres manières de le faire. Directement, si vous connectez vos comptes Google Ads à Google Analytics, vous êtes capable de regarder directement vos comptes et campagnes ici dans les rapports d'acquisition. Et on est capable de voir le nombre de transactions, le chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant ici, c'est si on vient cliquer ici sur l'explorateur et qu'on vient au niveau du e-commerce, on va être capable d'avoir des données, par exemple la valeur par session. Donc, si on connaît un petit peu combien on paye pour une session et qu'on sait combien on génère par session, ça nous permet de voir quelles campagnes sont rentables et quelles campagnes ne le sont pas. On a un métrique qui s'appelle le revenu par clic ou le retour sur les dépenses publicitaires. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour $1 investi, combien de dollars de vente on génère? Donc là, on peut voir que tout ce qui est supérieur à 100% génère, donc pour $100 investis, on va générer 121 $ de vente. Et on peut voir quelle campagne rapporte de l'argent et en dessous de 100%, quelles campagnes en font perdre. Mais il ne faut pas oublier aussi que même si vous avez un retour sur investissement inférieur à 100, un utilisateur peut peut-être revenir dans le temps et réacheter. Donc, il faut regarder aussi et évaluer ça quand on fait de l'acquisition en médias. Bon, Cyril, c'est ultra important. Le petit bout reste à l'écran où tu es présentement. C'est nécessairement, probablement, un des volets les plus importants. Quand on fait de l'acquisition de trafic, quand on fait de la prospection, c'est toujours dans le but de se trouver des nouveaux clients. Naturellement que une des tâches qui revient aux e-commerçants, c'est aussi de déterminer c'est quoi la valeur d'un client sur une donnée, sur une durée, pardon. Prenons un exemple sur 12 mois. Si je vends, je ne sais pas, des vêtements, est-ce que les gens reviennent plus qu'une fois? Donc là, il faut se rappeler, si j'ai payé, par exemple, 10 ou même 50 pour acquérir un nouvel acheteur, qui a fait un achat de 42 en moyenne, on pourrait croire que notre acquisition, elle est négative, elle n'est pas rentable. Par contre, lorsqu'on fait l'analyse le métrique qu'on veut regarder, c'est le lifetime value, donc c'est la valeur sur une plus longue durée d'un client. Bon, sera la valeur d'un client, puis c'est ce qu'on voit à l'écran ici, on sera capable de dire, bien, finalement, mon nouveau client m'a peut-être coûté 50 alors qu'il m'a rapporté 42 la première vente. Il revient en moyenne,
ils reviennent en moyenne 4 fois par année et dépensent peut-être 280 $ par année. Et à ce moment-là, on pourra déterminer encore plus précisément de la profitabilité d'un nouveau client, donc qui provient d'une campagne d'acquisition. Il faut se rappeler que si vous optimisez le SEO de votre site, vous avez du trafic organique, c'est d'autres considérations. Mais là, on parle d'acquisition, on parle d'investissement, ne serait-ce qu'en temps, quand vous développez une stratégie de contenu pour Facebook ou pour Instagram, il y a du temps d'investir, donc il y a des coûts. Même chose pour le courriel. Donc, il faut s'assurer de savoir si les gens, l'acquisition ne coûte pas trop cher, mais aussi quelle est la valeur d'un client à plus long terme. Puis je pense, Cyril, c'est ce que tu es en train de montrer ici, c'est quoi la valeur d'un client. Absolument. Pour avoir toutes ces données, il faut quand même avoir généré suffisamment de volume, à peu près 1000 ventes sur une période de 6 mois. Je dirais que c'est assez optimal pour commencer à avoir ça. Mais ça vous donne après quel est le revenu par la valeur de chaque utilisateur, en fait. Donc, ça vous donne une idée de combien vous devriez investir, pas plus d'1,27 $ le clic en paid search, par exemple. Parce que vous savez que la valeur du client sur ce canal-là est de temps. Ça, c'est les canaux d'acquisition par défaut. Si on revient sur ce qu'on faisait source Medium ou même campagne d'acquisition, si vous avez mis des UTM de campagne, vous pouvez aller directement segmenter ça. Donc, on peut aller voir sur notre CPC, sur notre coût par 1000 quand on fait de la programmatique, combien on devrait payer pour 1000 impressions en bannière, dépendamment de la valeur du client. Après aussi, il y a des contextes dans lesquels une entreprise e-commerce est en croissance, a besoin de prouver que son concept fonctionne et donc est prêt à investir à perte beaucoup d'argent média avec des investisseurs pour développer son marché et prendre des parts de marché. Il y a plein de situations auxquelles ça peut être acceptable d'avoir un revenu par utilisateur ou un retour sur investissement média inférieur à 100%. Exact. Donc, ce volet-là, la valeur du client est accessible dans les rapports d'audience, alors que ce qu'on regardait initialement, c'est les rapports d'acquisition. On se rappelle, on fait de l'acquisition de trafic et on veut savoir est-ce que nos campagnes, selon les UTM, si c'est des campagnes en SEM, donc Google, quel est le taux de clic, c'est quoi le coût par clic, combien d'utilisateurs ça m'a généré, combien vont quitter après la première page vue, donc un rebond, et combien vont acheter et quel est le taux de conversion et le revenu par clic ou par utilisateur. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce moment-ci, c'est vraiment c'est le volet et je vous invite à y passer du temps, à rechercher. Faites 3-4 recherches Google pour bien comprendre naturellement que tout produit analytique est bien renseigné à l'intérieur de l'univers Google. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches, mais c'est vraiment important pour vous toutes et vous tous de bien comprendre quelles sont les initiatives qui fonctionnent, comment le déterminer. On vient de le voir rapidement. Il faut avancer. Il est déjà 9h50. Il nous reste moins de temps, mais n'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a quoi que ce soit. Donc, est-ce que l'utilisation d'un code promo que j'ai offert lors de la relance d'un panier abandonné est une bonne façon, un bon incitatif, pour compléter l'achat? Donc, on comprend souvent, il y a des gens qui viennent sur notre site Internet, vont naviguer nos produits, vont en ajouter dans le panier d'achat, un ou deux, et finalement quittent avant l'achat. Est-ce que le code promo est une bonne façon de leur offrir, puis avant que je laisse Cyril parler, je vais me permettre une opinion personnelle ou une opinion professionnelle. Faut faire attention parce que les gens sont des fins renards aussi. Ils vont venir sur le site, ils vont comprendre rapidement qu'il y a des promotions qui s'en viennent. Si ils font ajouter au panier, mais qu'ils n'achètent pas immédiatement, ils vont vous tester. Ils vont vous tester, ils vont dire « je vais voir si je reçois un courriel pour me dire qu'ils vont me donner la livraison gratuite ou est-ce qu'ils vont me donner 10 % de rabais si je complète. » Donc, soyez prudents dans l'utilisation des codes promo pour cette relance-là. Mais si vous voulez le faire, si vous voulez le savoir si ça fonctionne, bien, il y a des façons de le faire et je laisse Cyril le démontrer.
Oui, alors, quand on a activé la version améliorée de e-commerce, donc ça vous donne en fait ces rapports supplémentaires qui sont promotion interne, coupons de commande, coupons de produit, code d'affiliation. Et vous avez des plugins, des applications, par exemple, associées à votre e-commerce qui vous permettent de connecter directement les ID de Google Analytics avec le coupon de code, puisqu'il faut faire un lien entre les deux. Et ça vous permet, donc ici, c'est pas très bien, mais par exemple, Store 1, tout ça était le même coupon. Par exemple, on aurait appelé Store 1 le coupon et on est capable de voir que, bon, c'est vraiment des chiffres équivalents pour rien, mais on a eu une transaction avec un chiffre d'affaires. En temps réel, vous verriez que ce coupon-là a généré un certain nombre de transactions et un chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, c'est vraiment aller regarder directement dans votre rapport marketing, dans coupon de commande, si vous associez des coupons sur un panier d'achat abandonné, par exemple. On va un tout petit peu avancer parce qu'en fait, on parle de coupons d'achat sur un panier abandonné. Mais alors, comment on pourrait segmenter ces personnes-là? Comment on pourrait aller leur faire de la publicité avec un coupon, par exemple, en bannière? Et c'est ce qu'on va voir ici. Grâce, en fait, à l'intégration e-commerce avancée, améliorée, dans le tableau que vous avez ici du comportement d'achat. Donc, directement ici, on peut voir en fait les personnes qui abandonnent leur panier. Donc, on le voit ici, c'est une audience. Donc, ces personnes-là ont fait un ajout à leur panier, mais l'ont abandonné. Et si on veut en fait recibler ces personnes-là ou les comprendre un peu mieux leur visite sur votre e-commerce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher en fait à créer un segment. Le segment va nous être utile sur deux aspects. Un segment, ça vous permet de filtrer plus ou moins, c'est une sorte de filtre, mais ça vient donner une condition à toute la vue que vous avez sur votre Google Analytics. Et vous êtes capable de rentrer dans n'importe quel des rapports, des 110 rapports prédéfinis, en n'ayant que les personnes qui ont abandonné leur panier. Donc, vous pouvez voir les données démographiques, vous pouvez aller voir s'ils ont une utilisation mobile supérieure aux personnes qui utilisent un ordinateur. Ça vous permet d'essayer de comprendre un petit peu le comportement de ces utilisateurs-là et essayer de comprendre pourquoi ils abandonnent leur panier. Ce qu'on va faire, en fait, on va directement cliquer sur abandon du panier. Et là, ça va nous proposer de créer un segment e-commerce. Donc, vous pouvez activer ce segment sur la vue que vous êtes ou sur toutes les vues. Ce n'est pas très grave de le mettre sur toutes les vues. Et là, une fois qu'on a cliqué là-dessus, ça y est, notre vue d'ensemble Analytics sur notre vue, tout est filtré avec l'abandon de panier. Donc, peu importe où vous allez aller, si vous voulez regarder les zones démographiques, quoi que ce soit, ce qu'on va voir, c'est qu'on va uniquement avoir les utilisateurs qui ont abandonné leur panier. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, une fois qu'on a créé ce segment-là, c'est un petit peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Et on va aussi essayer de les recibler ou faire du marketing avec. Donc, si on a des publicités, comment on peut relancer les gens qui ont montré un intérêt d'achat en visitant notre site? On vient de créer en fait le segment qui est ici. Si d'ailleurs on veut revenir à la vue qu'on avait avant, parce que là maintenant on n'a plus que 4% des sessions, peu importe où on va dans Analytics, on vient juste en fait cliquer sur ce segment-là. L'avantage d'un segment, c'est que ça vient vraiment vous filtrer toutes les données et ça vous donne un bon aperçu sans de n'importe quelle métrique qui a pu se produire historiquement. Mais si on veut revenir à tout ce qu'on avait avant, on va aller chercher tous les utilisateurs et on va aller désélectionner l'abandon de panier pour revenir à ce qu'on avait avant. Là, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va aller créer une audience. Donc ici, je ne peux pas parce que je n'ai pas un accès éditeur, mais on va ouvrir en fait un autre Analytics pour le faire ensemble. Donc, ce qu'on vient faire directement, je vais aller chercher mon... Je t'invite, Cyril, ne va pas trop vite parce qu'à l'écran, pour que les gens comprennent bien, c'est important ce qu'on montre. Donc, prends le temps de bien expliquer Ouais. par où tu passes, s'il te plaît.
Oui, alors ici, c'est juste parce que c'est un compte d'essai Google, donc je n'ai pas d'accès éditeur. Mais ici, en fait, quand on clique sur la petite flèche, on aurait quelque chose qui s'appellerait définir une audience. C'est ce que j'ai ici, définir une audience. Et on va créer une audience pour pouvoir après recibler ces personnes-là. Donc, en cliquant dessus, sur définir une audience, ça nous amène en fait dans notre administration sous type d'audience. Et là, en fait, on va directement avoir tous les visiteurs de notre site qui sont ajoutés ici avec une condition qui est ils doivent avoir abandonné leur panier. Et on définit une durée de validité. Donc, si on veut avoir une audience des 7 derniers jours, donc tous les utilisateurs qui, dans les 7 derniers jours, ont abandonné un panier d'achat, on va définir une audience. Donc, on va la nommer. Et par la suite, on va l'envoyer directement dans notre compte Google Ads. Donc, c'est ce que vous avez en fait ici dans cette vue. Vous allez directement sélectionner votre compte publicitaire Google Ads si vous faites de la publicité sur Google Ads. Donc, ça vous permet de segmenter une audience d'utilisateurs qui ont abandonné un produit dans le panier. Et après, cette audience-là, vous pouvez l'utiliser de différentes manières sur Google Ads. Je recommande quand même, quand on a un e-commerce, de montrer les produits dont la personne était intéressée. Pour ça, il faut créer des annonces dynamiques dans le Google Ads. Mais si vous voulez juste mettre des bannières avec votre image, votre brand, vous pouvez aussi le faire. Donc, c'est une méthode pour donc, créer une audience à partir d'un segment de personnes qui ont abandonné un panier. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'étapes, mais ce qu'on a fait ici, on vous les a expliquées et ajouté des petits carrés rouges pour que vous puissiez les reproduire après. Exact. Vous aurez accès aux documents. Vous pourrez fouiller. C'est quand même, tu sais, comment, avec des publicités, recibler les gens qui sont venus. Il y a différentes façons de le faire. Ici, de façon native, entre GA et le Google Ads, bien, on fait partie de la famille Google. On fait partie du Google Marketing Cloud. Donc, c'est assez simple, entre guillemets. Je fais des air quotes en ce moment, mais c'est assez simple à déployer. Après, vous pourriez faire, dépendamment de quel outil de courriel vous utilisez, par exemple avec MailChimp, vous pourriez aussi automatiser dans une intégration entre votre plateforme e-commerce, par exemple Shopify et MailChimp, vous pourriez déployer la création d'audience puis l'envoi de courriel automatisé sur quelqu'un qui a fait un abandon de carte. Vous pourriez faire la même chose si vous utilisez Facebook, par exemple, avec le fameux pixel Facebook. Vous pourriez faire exactement le même processus qu'on vient de faire ici et de vous créer une audience à partir des gens dont votre pixel va avoir suivi jusqu'à l'abandon du shopping cart, à l'abandon de l'achat, et vous pourriez les recibler. Donc, il y a vraiment différentes façons de faire. Ça sort quand même du cadre du webinaire en soi. Je pense que c'est peut-être des notes pour l'équipe du CQCD sur des webinaires futurs, donc comment créer ces campagnes publicitaires-là. Mais c'est très efficace. Naturellement, c'est à mettre en place graduellement, dépendamment de l'équipe que vous avez. Mais oui, ce serait à analyser de la part des e-commerçants comment recibler des gens ou réexposer des gens qui sont venus sur notre site. Puis vous savez, c'est bon pour les gens qui ont abandonné un panier d'achat, mais ça pourrait être aussi bon pour des gens qui ont déjà acheté chez vous et que à qui vous voulez offrir un nouveau produit. Des gens qui ont acheté le produit A, mais vous voudriez en bon français, les upseller. Donc, comment vendre un deuxième produit ou un produit peut-être plus cher? Bon, on ne veut pas nécessairement toujours recibler et réexposer nos gens qui viennent d'acheter. Il faut avoir une réflexion, il faut se développer une stratégie, mais il y a vraiment différentes façons de le faire et c'est vraiment à vous de faire vos recherches, pas de faire vos recherches, pardon, mais de développer votre stratégie et de voir comment
vous pourriez mettre en place cette automatisation aussi, de dire, ben, les gens qui sont venus sur le site n'ont pas acheté, je leur refais une publicité, les gens qui ont fait un autre cas, les gens qui ont abandonné le panier d'achat, je leur envoie un courriel avec un coupon, donc de tout mettre cette stratégie-là en place. Et par la suite, en utilisant les bons UTM pour chacun des liens utilisés, vous pourrez revenir dans GA, puis on l'a vu un petit peu plus tôt, et voir au travers des comportements puis de l'acquisition du trafic selon les sources et les supports, quelles sont les initiatives que vous avez mises en place qui fonctionnent bien. Voilà. Très important, dans le cadre d'un e-commerce, souvent on a une barre de recherche et c'est souvent un outil qui est sous-utilisé par beaucoup de personnes qui ont un e-commerce, alors que c'est vraiment un très bel outil afin de comprendre un petit peu qu'est-ce que les personnes recherchent sur mon site. Est-ce qu'il y a des produits qu'elles ne trouvent pas, que je devrais vendre, ou est-ce qu'elles recherchent un produit tout le temps le même parce qu'elles ne le trouvent pas et qu'il n'est pas assez mis d'avant. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est ce qu'on appelle le site search. Donc, c'est le moteur de recherche interne à votre e-commerce. Et par défaut, en fait, selon la plateforme que vous utilisez, la manière dont c'est construit fonctionne déjà. Par exemple, allons sur un site, allons sur Sport Expert, par exemple. Et là, on va aller chercher un sac à dos. Ce qu'on regarde, en fait, quand j'envoie la recherche, c'est que ici, on a un petit point d'interrogation, donc un paramètre d'URL, c'est similaire aux UTM, et il y a écrit keywords égal. Keywords, en fait, c'est le paramètre d'URL qu'il faut référencer à Google Analytics pour dire ce paramètre-là, à l'intérieur de celui-là, après le égal, va toujours avoir les mots-clés qui vont correspondre aux recherches. Ce qu'on regarde et ce qu'on trouve, en fait, c'est que par défaut, la plupart du temps, c'est soit les paramètres Q, soit le paramètre keyword qui sont les plus couramment utilisés. Par défaut. Shopify utilise Q. Donc, pour configurer ça, maintenant que vous êtes allé sur votre site, sur votre e-commerce, vous avez fait une recherche produit, vous êtes allé regarder qu'est-ce qui apparaissait après le point d'interrogation et devant le égal avec vos mots-clés recherchés. Donc là, on voit, il y a écrit keyword. Donc, ce qu'on va faire, vous allez sur votre Analytics, tout simplement, et on va aller configurer le site search, donc le moteur de recherche interne dans Google Analytics pour faire remonter toute cette information. Cette configuration, elle se fait au niveau de la vue. Donc, vous allez aller dans votre vue, dans paramètres de la vue. Et tout en bas, on va avoir quelque chose qui s'appelle paramètres de recherche sur site, suivi de site search. On va l'activer et on va dire c'est quoi le paramètre de requête. Donc, ce qu'on s'est dit qui serait Q ou par exemple keyword dans le cas de Sport Expert, par exemple. Et avec Shopify, ça va être Q. Et on va cocher cette petite chose et là, on va enregistrer. Une fois qu'on enregistre ça, en fait, ça va nous donner de l'information au niveau Analytics. Donc, vous allez avoir en fait dans les rapports de comportement une section qui va s'appeler Site Search et dedans, on va pouvoir voir quels sont les termes de recherche utilisés. Donc, si on y va ensemble, comportement. Également, si vous l'activez le jour même, il va falloir attendre quand même quelques jours avant d'avoir assez de données de recherche qui sont remontées pour pouvoir voir quelque chose. On va aller dans comportement d'utilisateur, site search, et on va aller regarder l'utilisation, les termes de recherche, les pages de recherche. Ce qui est le plus important pour vous, c'est vous voulez voir c'est quoi les termes de recherche. Donc, c'est quoi les requêtes qui sont effectuées et vous pouvez voir le nombre de recherches qui sont faites. Donc ça vous donne vraiment beaucoup d'informations sur qu'est-ce que les utilisateurs recherchent sur votre site. Par la suite, on peut regarder c'est quoi les recherches les plus fructueuses, c'est-à-dire c'est quelle recherche génère le plus de valeur par recherche. Pour ça, quand on est sur ce rapport-là du site search dans le terme de recherche, on va aller cliquer ici sur le volet e-commerce. Ça va nous donner plus d'informations et ça va nous permettre d'avoir disons que si un utilisateur achète sur votre site Internet, après avoir effectué une recherche, on va être capable de voir qu'il y a eu un taux de conversion, il y a eu une transaction qui a été faite et donc on va attribuer une valeur par rapport à cette recherche. Donc, je vais essayer de voir si sur cette version d'Analytics, on l'a. Sinon, on a un client, on en a une ici par exemple. Donc, par exemple, ici, quelqu'un cherchait Nexus et a fait une vente
avec un panier moyen de temps et on a une certaine valeur par recherche. Si vous en avez beaucoup, ce que je vous conseille de faire après, c'est de les classer de valeur par recherche et mettre un filtre d'un minimum de recherche unique. Parce que si vous avez une recherche, une vente, c'est sûr que la valeur par recherche va être du montant de la vente. Donc, pour ça, tout simplement, ce qu'on souhaite faire, c'est d'y aller en ajoutant en fait un volume. Donc, on veut un minimum de nombre de total de recherches uniques qui serait par exemple supérieur à 100. Donc, pour ça, on vient cliquer ici dans Avancer. On vient dire qu'on veut un filtre. Et en faisant ça, on va filtrer toutes les recherches qui ont été effectuées, par exemple, plus de 100 fois sur votre site Internet. Et on va les classer en valeur par recherche. Donc, on voit, par exemple, dans cet exemple que la recherche Camille et White Pants, c'est par exemple les deux qui ont un volume supérieur à 100. Donc, il y a sur une période de temps plus de 100 personnes qui ont cherché ces mots-clés sur votre site et qui ont généré, par rapport au nombre de recherches, le plus de valeur, donc le plus de ventes en termes monétaires. Ça vous permet de réfléchir à des stratégies, de dire, il y a beaucoup de personnes qui cherchent ces mots-clés et quand ils les cherchent, ça génère davantage de ventes. C'est peut-être quelque chose qu'on va mettre de l'avant sur le site, on va faire une bannière, on va créer quelque chose qui mettra de l'avant. On a également, dans ce rapport Site Search ici, ce qu'on va appeler l'utilisation. Ça vous permet de voir est-ce que les personnes qui cherchent versus les personnes qui ne cherchent pas sont des personnes qui dépensent plus. Et ça, c'est à couteau double, c'est-à-dire que souvent, on va avoir les personnes qui cherchent, qui vont avoir un panier moyen inférieur parce que ce sont des personnes qui sont déjà très déterminées à acheter un produit spécifique et ne sont pas ici pour magasiner. Et on va avoir le rapport des personnes qui ne cherchent pas sur votre site. Donc, il y a plein de rapports comme ça qui sont intéressants à regarder. Par rapport à tout ça, il y a différentes méthodes aussi d'analyse sur différents aspects en fait, en e-commerce qui sont très importants, comme la livraison gratuite. L'idée ici, c'est de créer deux segments avec livraison gratuite et livraison payante, donc en mettant deux conditions pour voir un petit peu quel est le comportement d'achat des utilisateurs si ils payent une livraison ou ils n'en payent pas. Donc, je vais le faire avec vous parce que c'est quelque chose de très important pour les e-commerçants, la livraison. Et pouvoir le comparer, ça permet vraiment de bien analyser quelle stratégie on devrait faire dans un e-commerce au niveau de la livraison. Et Cyril, si je peux me permettre, c'est ultra important ce que tu montres là, de ne pas faire du marketing par gut feeling, comme j'aime dire à nos clients et aux gens avec qui on fait de la formation. Il ne faut pas se baser sur « Ah, moi, je suis sûr que la livraison gratuite, ça va mieux marcher, ça va mieux fonctionner. » Testez-le, essayez-le et comparez la donnée de la façon dont on va le voir ici. Puis vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'est pas nécessairement la livraison gratuite qui fait en sorte que vous avez plus, ou peut-être que oui, mais au moins vous le saurez basé sur de la data réelle au lieu de vous baser sur ce que nous, on croit. Parce que souvent, là, comme spécialiste du marketing, ce que nous, on croit, puis on le voit avec nos clients, malheureusement, quand on ne se base pas sur de la donnée, on fait souvent erreur, bizarrement. Ouais. Alors ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller regarder une vue d'ensemble du e-commerce. Pour ça, on va dans notre rapport e-commerce, on va sur vue d'ensemble. Donc là, ça nous donne le big picture, vue globale de tout ce qui s'est passé. Puis ici, dans notre exemple, on est sur une période de 2 ans. Je recommande de quand même faire une période assez significative pour avoir un volume de comparaison. Et ce qu'on souhaite faire, c'est segmenter, faire un segment des utilisateurs qui ont payé une livraison de ceux qui n'ont pas payé. Ces livraisons, en fait, c'est un montant. Donc, par défaut, Google Analytics va vous, si on va ici sur performance des ventes, va rentrer dans une colonne les personnes qui ont payé pour la livraison. Donc, ici, on le voit, ce sont ces données-là. Et s'il n'y a pas de frais de livraison, ça rentre 0. Donc, pour faire ça, il y a une technique qui s'appelle créer deux segments. Donc, on crée un segment. Donc, on filtre l'ensemble de notre vue Analytics sur les personnes qui ont la livraison gratuite. Donc, on va aller sur les conditions avancées. On va aller sélectionner livraison.
et on va dire la livraison égale 0. Donc là, on a un segment et on peut ajouter un autre segment qu'on va comparer, qui va être la livraison payante, disons. Et on va aller chercher donc la même chose. On va créer un segment avec une condition qui dit que la livraison va être différent de 0. Et là, on enregistre. Donc ici, on va être en mesure de regarder que le panier moyen en livraison gratuite, il va être de 126 $ et le panier moyen en livraison payante, il va être de 102 $. Donc ça vous permet de prendre des décisions, de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez aussi le tester d'une période à une autre. Il y a différentes manières de faire ça, mais ça, c'en est une. Une autre méthode, comme on a vu tout à l'heure avec un coupon, vous pouvez aussi mettre un coupon livraison gratuite et vous regardez le panier moyen, comment il se comporte et le nombre de transactions par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Tout est écrit et on a mis des carrés ici pour vous permettre de le réexécuter sur votre Google Analytics de votre côté. Il y a différentes choses aussi en notre rapport, mais on va passer aux périodes de questions, je pense, parce qu'il nous reste à peu près 15 minutes. Ça, par exemple, c'est un rapport délai avant conversion qui vous permet de voir c'est quoi le délai moyen avant une conversion, une transaction. Donc, ça vous permet de peut-être essayer de faire augmenter le chiffre 0 jour, donc le jour même, un achat le jour même, en effectuant davantage de emailing, de paniers d'achat abandonnés, ce genre de pratiques. Également, on a des promotions internes. On peut aussi créer des tableaux de bord directement en fait, au niveau ici de personnalisation. En créant un tableau de bord vous-même, ça vous permet chaque jour de regarder l'information essentielle que vous voulez voir. Donc, si vous faites des campagnes, on peut directement en fait, également choisir quelle campagne on veut montrer. Donc, les campagnes qui ont lieu en ce moment et je veux voir quelles sont les transactions, quelles ventes se font en ce moment sur ces campagnes et quel taux de conversion. Et dépendamment de comment, quelle est votre stratégie, ça vous permet de voir en un seul endroit différentes analyses, différentes valeurs pour prendre des décisions et aussi pour commencer votre journée au travail chaque jour en regardant un rapport que vous avez personnalisé à vos besoins. J'ai ajouté une dernière chose qui est très importante pour les e-commerçants. Il faut noter que quand vous avez un e-commerce, exemple Shopify, vous avez des fois des retours de commandes ou vous avez des commandes qui ne s'exécutent pas. Et dans ce cas-là, sur Shopify, votre chiffre d'affaires que vous allez voir, le volume de transactions dépensées va être réel. Cependant, sur Google Analytics, la transaction qui va être effectuée il y a 2 semaines, mais qui a été retournée depuis, ou qui n'a pas été exécutée parce qu'il n'y avait pas de stock ou un autre problème, ou c'est même un test que vous aviez fait, vous voulez essayer de garder en fait des données consistantes dans votre Google Analytics. Et pour ça, c'est important des fois de enlever des ventes qui n'ont pas eu lieu dans votre Google Analytics. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes associées et complexes, mais une des méthodes simples que je recommande, c'est d'utiliser une extension Chrome qui s'appelle DaVinci Tool, qui a été développée par Stéphane Hamel, qui est une référence en analytics et qui est québécois. On a beaucoup de chance de l'avoir, qui vous permet en fait d'améliorer votre Google Analytics en installant cette extension sur votre Google Chrome. Et quand vous allez au niveau de la performance des ventes, vous êtes en mesure en fait d'enlever des transactions, soit en revert, c'est-à-dire que c'est une transaction annulée, soit un refund. Et là, ça va apparaître dans la colonne remboursement. Donc, ça vous permet de garder un chiffre d'affaires plus ou moins similaire à celui que vous avez dans votre plateforme e-commerce dans Google Analytics. On va passer à la période de questions. Sylvain? On a eu quelques questions. Bon, ça a été vite. À la fin, on comprend. Encore une fois, c'est le temps qui joue contre nous. On a tellement de choses à vous dire. Ceci étant dit, je pense que déjà, la première heure et quart de contenu que vous avez vu, on ose espérer va vous avoir apporté
certains éclaircissements et un peu d'aide, un peu de support pour mieux gérer et mieux analyser votre trafic et vos ventes au travers de Google Analytics. Dans les questions, donc déjà une première question, sachez qu'il y a Marianne qui nous demandait si la première formation, parce qu'on a mentionné au début qu'il y avait un premier webinaire qui avait été donné par Cyril et moi-même lundi dernier. Ce webinaire-là, c'est les essentiels, entre guillemets, de Google Analytics. Elle est disponible, elle a été mise sur le compte du Conseil québécois du commerce de détail, le compte YouTube. Donc, si vous faites une petite recherche du CQCD sur YouTube, vous allez la trouver et c'est une bonne façon de voir les bases de GA qui ont été montrées lundi. Alors, question suivante. Marie-Claude qui nous demandait, dans le rapport performance-produit, est-ce qu'on peut changer la colonne Product SKU, Product SKU, pour le nom du produit? Oui, en fait, on a les deux. Quand on va donc au niveau de nos rapports e-commerce sur la performance des produits, le nom du produit, c'est ce qui tombe dans la colonne produit. Alors, il faut faire attention parce que des fois, dans des contextes e-commerce, un même produit peut avoir plusieurs tailles. Donc, si vous avez une intégration Shopify, par exemple, ici, ce produit-là, si vous l'avez en plusieurs tailles, on ajouterait une dimension secondaire avec taille ou size, et on pourrait les différencier. Ici, vous avez le SKU mais nom produit, c'est ce qu'on va trouver en fait dans la dimension principale produit. Merci Cyril. Danny qui nous demandait également, est-ce qu'il est possible d'avoir un compte Google pour pouvoir gérer plusieurs sites en même temps, soit pour soi-même et pour d'autres personnes? Oui, absolument. Faisons un step back, allons dans la console d'administration. Alors ici, vous voyez qu'on est dans un compte, dans une propriété, dans une vue. Parce que ici, mon nom d'utilisateur, je peux également créer un autre compte pour une autre entreprise. Et après, je peux aussi partager un accès utilisateur à d'autres personnes, uniquement à un compte en particulier. Je recommande, si l'entreprise n'est pas la même, de faire des comptes différents. Vraiment, le niveau compte, c'est le niveau pour l'entreprise. Les propriétés, c'est plus si vous avez des sites différents, mais dans une même entreprise. Mais oui, on peut créer un compte, plein de comptes, en fait, on peut en avoir plein directement associés. Ici, si on regarde notre compte d'agence, on peut voir qu'on a plein de comptes ici de plein de clients. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Parfait, merci. Exactement comme on travaille en agence, souvent on va gérer des dizaines de comptes différents, que ce soit les nôtres à l'occasion et que ce soit ceux de nos clients. OK, donc Dani, Marie-Claude qui nous demandait comment revenir à tous au lieu d'avoir l'audience abandon de panier. Oui, c'est une très bonne question ça, parce que souvent ici, vous voyez, je suis ici, on revient, on est dans la vue d'ensemble et là, on est mince, je ne vois plus que 4% de mon trafic et je suis perdu. Comment je fais? Parce qu'ici, on ne voit plus que… donc là, on voit bien qu'on est à 5% des utilisateurs. Donc, c'est ce petit rond là qui vous donne un peu cette indication. Donc, en fait, on peut ajouter plusieurs segments, comme on l'a vu tout à l'heure, pour comparer une livraison gratuite ou payante sous forme de segments. On peut également, en supprimant directement l'audience segmentée, ça va vous revenir par défaut à tous les utilisateurs. Sinon, on peut aller aussi sélectionner ici, mais le plus simple, c'est vous faites clic droit ici, supprimer, et par défaut, ça vous revenez sur tous les utilisateurs. Merci Cyril. Michel qui nous demandait, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, comment identifier le mot-clé utilisé ou associé à notre site pour les recherches sur le site? Donc, l'exemple de Sport Expert. Ouais. Oui, on va le faire. Prenons aussi un autre exemple. Tu as un e-commerce en tête, Sylvain? Hey, tu me prends tout le temps au départ. Bon, revenons sur… Nike, va sur Nike, par exemple. Nike, ouais, ça, c'est des sites compliqués. Hein, par contre. Ouais, bon, peut-être. Là.
On va quand même essayer. Donc, chez Nike, on veut des sneakers, right? Ouais, non, ça ne sera pas écrit de même, mais. OK, il y en a là. Peu Donc, importe. ici, on voit qu'il y a un point d'interrogation égal. Et là, on a le mot qu'on a recherché. Donc, ici, on voit, donc, entre le point d'interrogation et le égal, le terme Q. Donc, on va venir ici au niveau de notre vue, dans le paramètre de la vue, et on va aller changer le paramètre ici de requête et on va l'appeler Q. Donc, c'est comme ça, on l'active, on ajoute Q, on coche ici, on fait enregistrer. Pour Sport Expert, quand on a cherché un sac à dos, donc là, on va chercher des chaussures. Ce qu'on voit, ici, c'est qu'ils utilisent le paramètre keywords, donc il est entre le point d'interrogation et entre le égal. Et après, on a notre mot-clé. Donc là, on va aller prendre keywords. Mais vraiment, 95% des sites Internet, c'est Q ou keyword, donc un des deux. Et là, on l'enregistre, et ce qui va vous permettre d'activer le rapport de recherche interne à votre e-commerce. Mais la meilleure façon, c'est d'aller faire une recherche sur le site et de Ouais. voir comment l'URL va avoir été créée. Sur votre propre site, hein, bien sûr. Mathieu qui nous demande est-ce que c'est possible de revenir sur la définition du métrique taux de rebond, le Oui, bounce absolument. rate? Bon, le taux de rebond, c'est quelque chose qui est souvent utilisé pour comparer une qualité de trafic. Donc, comparons-le à deux types de campagnes qu'on lance. Donc, allons sur acquisition, sur les sources support, donc les UTM qu'on a mis, et on va regarder est-ce qu'un effort marketing versus un autre effort marketing génère des sessions de meilleure qualité. Donc, on va regarder ici la zone comportement. Là, on va avoir taux de rebond, page par session, durée moyenne de session. Et là, on voit un taux de rebond. Ce qu'on expliquait lundi dans la période de questions, la question était venue aussi, c'est que on ne peut pas dire un bon taux de rebond ou un mauvais taux de rebond par rapport à d'autres sites Internet. Ça dépend de comment votre site est construit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un taux de rebond, quand on le survole ici, Google dit c'est le pourcentage de sessions avec consultation d'une seule page de votre site au cours desquelles aucune interaction n'a été enregistrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je cherche, par exemple, chaussures Sport Expert, que j'arrive sur cette page-là, je la regarde, je la ferme, je viens de rebondir. C'est-à-dire qu'on va compter une session, mais on va compter que le temps de visite a été de 0. Malgré que je sois resté, par exemple, 15 secondes, ce qui est assez déroutant, c'est parce qu'en fait, il faut comprendre comment le JavaScript de Google Analytics fonctionne en arrière d'un site web. C'est que vous avez besoin d'une deuxième page ou d'un événement sur la page du site Internet pour que Google calcule un temps entre deux actions, entre une page ouverte et une action, ou entre une page ouverte et une deuxième page ouverte. Et ce qu'on va considérer comme des actions, ce sont des événements dans un site Internet. Donc, dépendamment de si vous avez des événements qui se trigger sur votre site, quand vous scrollez la page, vous pouvez avoir un taux de rebond très bas parce que vous n'avez pas besoin de consulter une deuxième page pour rebondir. Ou donc, il faut vraiment l'analyser, le regarder. Le taux de rebond, c'est le nombre de personnes qui ne visitent pas plus d'une page ou qui n'effectuent pas l'action sur la page qu'ils consultent de la manière dont Google calcule un rebond. Donc, c'est une métrique qui sert à mesurer et surtout comparer en fait au travers de différentes dimensions si votre trafic est mieux qualifié qu'un autre, que ce soit au Parfait. niveau de la démographie, du source support ou d'autres items. Super, merci Cyril. Il y a Benoît qui nous a demandé est-ce que vous avez un exemple de UTM Builder, donc Google Sheet? Donc oui, on en voit un ici à l'écran, Benoît et tout le monde en fait. Et on va s'assurer de vous donner, il y a différents exemples qui existent en fait sur différents sites, mais on va vous mettre un lien à la fin de la présentation qui va vous permettre d'accéder à un exemple de UTM Builder, mais on le voit ici à l'écran. Dans un Google Sheet, c'est toujours la façon la plus pratique parce qu'on peut le partager avec plusieurs personnes et y avoir accès facilement. Sinon, le dernier, bon, écoutez, je vais répondre directement, mais il y a Maggie
si tu fais clic sur questions et réponses, on peut avoir un exemple live d'un paramètre de recherche qui est différent, Cyril. Donc, si tu cliques sur le Q&R en bas, je sais pas si est-ce que tu le vois? Oui. En bas de la fenêtre Zoom. Oui. Oui. Bon, puis il y a Maggie dans les questions. En tout cas, peut-être que je pourrais lui répondre directement, mais en fait, sur son site qui est Becky Bobo, elle a fait une recherche d'avoir. Puis on voit que entre le point. Pardon? Quel est le site? On va le chercher. Becky Bobo, BEKEBOBO.com. Mais là, on ne le voit pas à l'écran, Cyril. Okay. Ah oui, parce que ça vient de Zoom. Parfait. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Là, Tu fais la recherche. excellent. Donc, ici, le paramètre n'est ni Q ni keyword, il est égal à S, en fait. Exact. Donc, ici, dans cette situation-là, ce qu'on cherche à voir ici, c'est post type. Donc, ça, c'est pour une catégorie. Mais ce qu'on cherche à voir, en fait, c'est le mot-clé qu'on a cherché. Il apparaît après égal et le paramètre de recherche, il est avant le mot-clé qu'on cherche, donc avant le égal, entre un point d'interrogation. Donc, ici, c'est S dans ce cas-là. Quand on vient configurer notre site search, ici, dans le paramètre de la vue, on va ajouter comme paramètre de requête S et on va l'enregistrer et l'activer. Et à partir de là, on aura toutes les recherches qui vont tomber dans le rapport de site search de Google Analytics. Parfait. Cyril, merci. 10h29. Je ne connaissais pas celui-là, le S. Parfait. Il est 10h29. Un immense merci à toutes et à tous en ligne. On sait qu'on couvre toujours beaucoup de terrain, beaucoup de contenu en peu de temps. Il y a des moments où ça va vite. Vous avez la chance de pouvoir réaccéder à ce webinaire qui va être déposé sur YouTube dans les prochains jours. Habituellement, nos amis du CKCD sont très, très, très efficaces, comme on a pu le voir sur celui de lundi. J'espère que ça aurait répondu à une partie de vos questions, que ça va vous avoir donné une meilleure compréhension des supports e-commerce, des fonctions e-commerce de Google Analytics. On remercie encore le Conseil québécois du commerce de détail. On remercie la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Je te remercie, Cyril. Et à toutes, une très bonne journée, un bon week-end et j'espère qu'on aura la chance de se reparler dans les prochaines semaines. Bonne journée. Bonne journée à tous.